Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis très honoré de vous retrouver à nouveau dans votre émission Sciences et Civilisation, Ilm wa Hadara. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer l'histoire africaine avec mon invité, Monsieur Mamadou Diouf. Bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous avoir ici avec nous. Alors, vous, c'est à la fois très brièvement et le Sénégal et actuellement New York. Vous êtes professeur à l'Université de Columbia de New York. Avant qu'on aille vraiment dans vos recherches en histoire, je voudrais qu'on fasse un peu plus connaissance avec vous. D'accord. Donc, vous êtes né au Sénégal. Dans quelle ville? Je suis né à Rufisque, l'une des 4 communes du Sénégal. L'une des 4 communes. Comment vous la placez? C'est une ville qui est à la sortie de la péninsule qu'on appelle le Cap-Vert. Ah oui. Donc Rufisque se trouve sur la petite côte, à 26 km de La Dakar. petite côte, comme Ouais. c'est joli. Ouais. Pourquoi on l'appelle la petite côte? Par opposition à la grande côte qui va de Dakar à Saint-Louis Ah, et à Nouakchott. ah oui, et ce sont des noms qu'on entend beaucoup plus souvent, Dakar, Saint-Louis Yeah. et bien sûr la Mauritanie. Yeah. Répétez le nom de votre C'est ville. Rufisque. Et Rufisque. Yes. Rufisque. Et paradoxalement, on n'en parle plus parce Mais que pourquoi? pour une raison très simple. Si vous voulez, la ville est devenue importante au moment où les Portugais découvrent cette côte. Ah. C'est pour ça que son nom français, c'était Rio Fresco, qui va devenir Rufisque avec les Français. Mais le nom africain, c'est Tenguet. Mais l'intérêt... Tenguet. Ouais. Donc c'est une ville qui a plus ou moins participé au trafic, à la traite des esclaves et a, dans une certaine mesure, approvisionné les navires en eau et en vivres. Mais cette ville, au moment de la période de l'occupation française, en fait très tôt, au milieu du 19e siècle, elle devient la ville de l'arachide, le produit par excellence. Et c'est l'une des villes les plus riches de l'Afrique occidentale française jusqu'en 1930, avant de décliner. Mais les Rufisquois deviennent citoyens français en 1880, avant les Dakarois qui deviennent citoyens en 1887. Donc c'est un port important dans cette première partie de la colonisation française? Absolument. C'est avant la création du port de Dakar, le grand port du produit principal de l'économie française coloniale, l'arachide. Je dis aux téléspectatrices et téléspectateurs combien il est important d'avoir un historien avec nous parce que vous restituez avec épaisseur toute l'importance de cette ville. Vous y avez grandi et vous avez rejoint après... Je suis allé à l'école primaire, au lycée à Rufisque. Et quand j'ai eu le baccalauréat, j'ai eu une bourse. Et je suis allé en France faire mes études. Oui, alors votre thèse en histoire portait sur le royaume du Cayor. Du Cayor. Oui, au 19e siècle. Oui. Et pourquoi en fait, cet intérêt, cette motivation? Cet intérêt, c'est d'abord un intérêt qui était au départ un défi. Je ne suis pas du Cayor, je suis de Rufisque. Même si Rufisque, à une certaine période, a fait partie du royaume du Cayor. C'est un peu le port de traite du royaume du Cayor. Mais mon défi, c'était d'être en France et d'avoir la capacité de faire une thèse sur le Sénégal, sur un royaume sénégalais, et de le faire en France. D'accord. Pour effectivement restituer aux Français la connaissance qu'ils n'ont pas eue d'un endroit où ils ont été. Absolument. Mais la deuxième chose, c'est que dans sa philosophie, qui était la philosophie qui associait la négritude et la francophonie, je pense que Senghor a choisi justement le personnage historique qui semblait refléter le plus cette conjonction. Lat Dior, qui devient le héros national du Sénégal. Donc le royaume que j'ai étudié au 19e siècle, c'est ce royaume dont le dernier souverain
est devenu le héros national du Sénégal. Pourquoi héros national? Parce qu'il a été tué par les Français en 1886. Ah. Et toute son histoire, c'est une histoire de l'opposition et de la collaboration avec les autorités françaises. Et ça, pourquoi je voulais faire ça? Dans une certaine mesure, probablement, c'était une manière pour ma génération, qui est la première génération d'historiens africains, qui a commencé à se poser des questions qui renvoyaient plus aux dynamiques internes qu'aux dynamiques externes. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de comprendre, de faire l'histoire d'un héros ou l'histoire de la résistance. C'est de comprendre pourquoi ce royaume s'est effondré. Et il a été fondé au début du 19e, il a été... Non, il a été fondé, en fait, c'était une province de l'empire du Jolof, qui était le grand empire, qui était cet empire qui a fait partie de l'empire du Mali. Ah oui. Et cet empire qui a en fait occupé la plus grande partie du Sénégal du Nord, cet empire va s'effondrer avec la traite, en fait, qui était un empire continental qui occupait cette zone côtière qui n'était pas très importante. Mais avec le développement de la traite et du commerce atlantique, les zones frontalières vont faire sécession et vont constituer, en fait, si vous voulez, ces royaumes qui sont des royaumes guerriers et esclavagistes, dont toute la puissance et l'organisation reposent sur à la fois l'accès aux armes à feu et la possibilité, effectivement, de pourvoir le commerce atlantique. On comprend mieux dans ce que vous venez de dire, cette dynamique interne qu'il fallait préciser, parce que du coup, vous parlez de cette tension à l'intérieur du Sénégal de l'époque, entre ces ports frontaliers qui ont collaboré avec la traite, pourrait-on dire? Et qui fait partie de ce système atlantique. Parce que le système atlantique repose justement sur la mise en place d'un partenariat. Et dans ce partenariat, les royaumes qui sont ces royaumes guerriers vont jouer un rôle très important parce qu'ils vont produire des esclaves. Mais ils sont aussi capables, dans la première phase de la traite, d'être les maîtres du jeu. Les Européens ne sont pas maîtres du jeu à ce moment-là. Jusqu'à une période où, effectivement, ils vont se trouver face à la fois aux dynamiques internes, mais aussi à la résurgence de l'islam. C'est la grande période où il y a des rébellions islamiques. C'est aussi la grande période qui annonce des... Alors quand vous dites la grande période, c'est laquelle? Est-ce qu'on peut un peu la périodiser? On peut la voir parce que, en fait, ce qu'on appelle la grande révolte des marabouts, qui sont les révoltes de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe, c'est vraiment le début des djihad dans cette région. Au XVIIIe. Où, en fait, si vous voulez, les communautés musulmanes, les marabouts, développent des capacités à la fois de défense, mais aussi de conversion des populations auxquelles ils offrent, en fait, la protection. Et ça va renforcer, si vous voulez, l'alliance ou la coopération entre les négriers et les aristocraties traditionnelles. Et la partie continentale est en quelque sorte plus dans la résistance et dans l'opposition à cette traite? Non. En fait, il y a, si vous voulez, une confrontation entre les populations, les classes dirigeantes continentales qui sont dans la logique de préserver la traite saharienne. Ah oui. Qui va au nord. C'est une autre traite. Et la traite atlantique qui, elle, se développe. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un basculement économique, un basculement militaire de l'intérieur du continent vers les côtes. Ce basculement va continuer, bien sûr, et va être accentué par
durant la période coloniale et post-coloniale. C'est une accélération d'un processus. Absolument. Et c'est là où le Jolof s'effondre parce que l'économie et les forces militaires ne sont plus à l'intérieur du continent, C'est ça. mais qui se sont en fait réorientées. Il faut dire d'ailleurs à nos téléspectatrices et téléspectateurs que ces forces du continent, elles sont multiséculaires. Ce que vous avez rapidement évoqué en parlant de l'Empire du Mali, c'est cet immense empire du XIIIe, XIVe siècle, Mensa Moussa, et c'est tout cela qui s'effondre. Et la logique, il y a une logique de sédimentation qui est une logique de sédimentation de ressources de différentes périodes. Et parmi ces ressources, il y a les ressources islamiques, il y a les ressources atlantiques. Et en fait, c'est dans cette tension, dans la manière dont différents groupes utilisent certaines de ces ressources, c'est cette tension qui va créer une nouvelle géographie. Et cette nouvelle géographie va donner à la fois la priorité et la force à la côte atlantique. C'est-à-dire l'économie atlantique prend le pas maintenant sur une économie qu'on pourrait appeler une économie sahélienne, saharienne. Et la colonisation française vient sur ce contexte de ce royaume que vous avez décrit précisément dans votre première thèse. Absolument, et c'est ça que j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de comprendre comment ce royaume, qui est un royaume guerrier, qui est un royaume que j'appelle moi un royaume atlantique. Royaume Cayor. Oui, comment ce royaume du Cayor, comment les classes dirigeantes vont s'ajuster avec en fait une présence de plus en plus forte de la France. Les Français se sont mis à arriver à partir... Les Français se sont mis à arriver, en fait, occupent Saint-Louis dès 1650. Et à partir de ce moment, ils vont progressivement, disons, ouvrir cet espace. Ils commencent par Saint-Louis, qui est le Sénégal. Oui. Et progressivement, ils vont annexer en 1855 le Waalo sur le fleuve Sénégal et ils vont progresser vers le sud après avoir arrêté les Maures au nord. Parce qu'on a l'habitude de penser beaucoup à cette colonisation en termes du 19e siècle, mais vous dites que ça s'est fait de manière fragmentaire. Absolument. À partir de Saint-Louis, très tôt. Très tôt. Et progressivement, dès 1890, ce qu'on appelle aujourd'hui la colonie, le Sénégal, qui était la colonie du Sénégal. Et le Cayor, c'est le dernier royaume qui a résisté. Oui. Et moi, j'ai essayé d'expliquer son effondrement, de sa naissance comme un royaume guerrier et esclavagiste, à la manière dont la classe dirigeante s'était forcée de transiger, aussi bien avec les forces musulmanes qu'avec les Français qui s'étendaient, et se sont progressivement entrés dans un système où c'est la politique intérieure du Cayor qui est affectée. Et les Français, comme je dis dans ma thèse, deviennent finalement des membres, des participants à l'espace politique du Cayor. Des pièces d'un jeu. Absolument. Des pièces d'un jeu global. Ouais. Vous êtes aujourd'hui professeur à l'Université de Columbia, donc vous avez dirigé pendant longtemps l'Institut des études africaines. Ma question serait, comment ce que vous venez de nous rapporter de manière dense et très riche, comment c'est reçu par le peuple, pardon, le peuple c'est un peu trop général, pardon, comment c'est reçu par vos étudiants américains ou internationaux, parce que l'Université de Columbia, il y a plusieurs nationalités. En fait, c'est reçu de deux manières. La première manière, c'est des étudiants américains qui tentent de comprendre une histoire qui est différente de la leur. C'est-à-dire, ce que j'essaie de leur expliquer doublement, c'est à la fois une histoire de l'Afrique, quelque chose qui serait de l'ordre du vernaculaire, c'est-à-dire à la fois comment on reconstruit ce passé et comment ce passé
est construit par les acteurs eux-mêmes, d'une part, et d'autre part, comment ce passé s'inscrit dans une tapisserie qui est une tapisserie plus colorée et plus large que la tapisserie de l'histoire du Sénégal ou de l'histoire africaine, mais de l'histoire du monde, c'est-à-dire de l'histoire, par exemple, d'un monde qu'on appelle le monde atlantique, mais aussi d'une histoire qui est le monde islamique, le monde justement, c'est aussi qui est très intéressant parce que, pourquoi je vous posais cette question? Parce que de prime abord, on peut penser qu'un étudiant américain ou un étudiant européen vont avoir une perception de l'Afrique à partir de ce que vous appelez ces ports frontaliers, en ignorant complètement l'histoire multiséculaire où est intervenue l'islamisation, etc. Et précisément, votre travail, c'est ce aussi. Il y a la traite, mais il y a aussi toute une histoire africaine qui ne se réduit pas à la traite. C'est ça que je voudrais précisément préciser. Et ils ont les deux perceptions. Cette perception de ne connaître l'Afrique que par la côte et la relation, la période coloniale. Et ce que j'essaie de le faire comprendre, c'est qu'il y a un double mécanisme. Ce double mécanisme, c'est à la fois une ouverture de l'Afrique au monde avant la colonisation et une histoire coloniale dans laquelle les Africains sont aussi des participants et des participants actifs. Ils ne sont pas seulement les victimes d'une histoire, ils arrivent aussi à transiger, ils arrivent aussi à changer en fait les dynamiques qui sont les dynamiques coloniales propres. Je pense que l'une des choses, par exemple, qui intéresse le plus l'étudiant américain à cause de sa formation en histoire américaine, c'est quand j'essaie de leur expliquer qu'au fond, ce qu'on appelle l'assimilation, la politique française d'assimilation, pour les gens des 4 communes dont je parlais, c'est-à-dire la ville de Saint-Louis, l'île de Gorée, la ville de Rufisque et la ville de Dakar, l'espace colonial a été infiltré par des ressources qui sont des ressources africaines et musulmanes. C'est-à-dire que les originaires citoyens des 4 communes ont aussi été capables de transformer l'espace public et d'en faire un espace qui est aussi leur espace. Oui, c'est cela. Et votre dernier ouvrage, L'Afrique dans le temps du monde, c'est précisément de restituer toute l'épaisseur africaine et ne pas la réduire à ces ports frontaliers de la traite. Et dans le temps du monde, on entend aussi autre chose, c'est-à-dire que elle n'est pas le tiers, comme on a souvent dit, ou les contrées non alignées, c'était la terminologie des années 60 et 70. Donc maintenant, l'Afrique, temps du monde, peut-être vous allez plus me préciser l'intitulé de votre ouvrage, l'Afrique dans le temps du monde. L'intitulé de l'ouvrage a été fortement marqué par l'ouvrage de Du Bois. Du Bois, qui est en fait The World in Africa. Pardon, répétez-le. The World in Africa, le monde et l'Afrique. Les mondes et l'Afrique, oui. Où Du Bois ne parle pas de l'Afrique dans le monde, mais il parle du monde et de l'Afrique. Et en fait, sa grande thèse... Alors, Du Bois, on va peut-être, avant de présenter... voilà, Du Bois, c'est donc... c'est le grand intellectuel noir. Premier café Harvard. Absolument, qui occupe presque tout le XXe siècle, parce qu'il écrit en fait dès 1890 et il meurt en 1968. Et il a écrit non seulement le livre le plus puissant, The Soul of Black Folks, mais il a écrit aussi probablement... On va traduire. par l'âme du peuple noir. Et justement, nous avons reçu dans cette émission Madame Magali Besson, qui l'a traduit en français. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est
son approche du monde qui est le monde noir, qui inclut toujours l'Afrique. Ça commence toujours par l'Afrique. Et il a imposé cette manière de penser la communauté africaine-américaine à partir de l'Afrique. Et il a surtout repris ce dont j'ai parlé, et j'en ai pas parlé, mais quand je parlais de l'Égypte et de l'importance de l'Égypte. Oui, alors il faut préciser qu'aujourd'hui, vous avez participé à un grand colloque ici à l'Université Mohamed VI. Vous avez évoqué la question de l'Égypte, on y revenons, mais le contexte est que effectivement, nous saisissons cette occasion de ce travail que nous menons ici à l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique, avec votre université, votre centre, l'Université de Columbia, avec la Sorbonne, autour des humanités africaines. Et donc, comme vous dites tout à l'heure, il est vrai que nous avons eu des discussions déjà avant cette émission autour, alors là je vous ai interrompu, autour de l'Égypte, vous alliez parler de l'Égypte. Et parce qu'on parlait des humanités africaines. Oui. Et quand Du Bois, au début du XXe siècle, publie en fait The Crisis, qui est le journal de son mouvement pour l'avancement de la race noire. L'émancipation. Oui, et en fait, l'intérêt, c'est la plupart de ses références viennent de l'Égypte. Et quand il écrit ce grand livre en 1913, The Star of Ethiopia, l'étoile de l'Éthiopie, il recense ce qu'il appelle les gâteaux, des cadeaux de l'humanité noire à l'humanité. Et donc, si vous voulez, cette discussion, elle est importante. Elle est importante pour ça. Et ce que j'ai essayé, et c'est peut-être mon expérience américaine, c'est-à-dire d'avoir été éduqué dans la tradition française et de me retrouver ensuite dans la tradition américaine, a eu comme conséquence un autre regard sur l'Afrique. C'est-à-dire j'ai découvert et je connaissais la bibliothèque, si vous voulez, islamique, du Bilad el-Soudan. Du Bilad Soudan, oui. La manière dont les Ça Arabes... parle à nos téléspectatrices et téléspectateurs, oui. Absolument, la manière dont les Arabes ont pensé l'Afrique. Je connaissais la bibliothèque coloniale, oui, l'ethnologie française. Et je découvre maintenant la bibliothèque qui est la bibliothèque africaine-américaine. La manière dont les Africains-américains ont pensé et imaginé l'Afrique. Et c'est cette imagination qui est devenue l'objet, si vous voulez, de mes investigations. Je voulais comprendre cette manière dont l'Afrique et l'idée de l'Afrique s'est forgée, s'est développée. Et surtout, ce que peut-on aller jusqu'à parler d'une invention de l'Afrique? Absolument. Les Africains-Américains ont inventé... De la part des Africains-Américains. Absolument. Ils l'ont inventé littérairement, ils l'ont inventé musicalement, ils l'ont inventé aussi iconographiquement. C'est-à-dire la grande sculpture africaine-américaine de la période de Harlem Renaissance a des références égyptiennes extraordinaires, des références africaines aussi. Parce que l'Égypte, c'est encore l'Afrique. Maya Angelou a vécu en Égypte. Absolument, ça revient toujours. Oui. Maya Angelou, une grande poétesse américaine, africaine-américaine. Et c'est toujours là, quand on voit les costumes des grands chanteurs américains, de Michael Jackson à Beyoncé, c'est encore des tenues qui renvoient à l'Égypte. Et c'est ça que je voulais comprendre. C'est-à-dire comprendre dans le temps du monde. Comment cette Afrique, en fait, est dessinée dans ce temps-là. Et comment, en fait, cette Afrique engage le discours qui est le discours occidental sur une Afrique hors de l'histoire que vous connaissez mieux que moi avec Hegel. Et ce qui est intéressant précisément pour moi à penser l'Afrique dans le temps du monde, c'est comment ces pionniers de l'histoire noire, de l'histoire africaine comme Du Bois, ont, dans un premier temps, imaginé une science historique qui n'est pas linéaire, oui, mais qui est cyclique. La montée et la descente des civilisations,
Mais la deuxième chose la plus extraordinaire, tracer des origines, toujours en revenant à l'Afrique. Toujours en revenant à l'Afrique. Par exemple, Du Bois a ce truc extraordinaire où il commence cette histoire qui s'appelle The Negro, qui est publiée en 1915, où il dit le christianisme devient universel en Afrique, avec le nord de l'Afrique, la Mauritanie et les grands penseurs chrétiens. Mais la deuxième chose, c'est que aussi le christianisme devient universel parce qu'il devient occidental avec les Almoravides qui vont occuper l'Espagne et créer Al-Andalus. Oui. Il dit la même chose de l'islam, que l'islam est universel en Afrique. Toutes les religions sont universelles. Mais en Afrique. En Afrique. Et parce que justement, c'est la manière dont, si vous voulez, les opérations historiographiques sont menées. C'est cela. Et cette rupture, qui est la rupture effectivement d'une histoire africaine qui ne peut pas prendre et les couleurs et les accents de l'histoire occidentale. Mais c'est fascinant parce qu'en réalité, vous avez comme ça exploré 3 bibliothèques, la bibliothèque coloniale, la bibliothèque africaine-américaine, la bibliothèque locale des manuscrits musulmans qui circulent dans l'Afrique de l'Ouest et jusqu'en Égypte. Vous avez prononcé un mot qui m'intéresse beaucoup. Vous avez dit on a imaginé l'Afrique. Et aujourd'hui, on arrive à la dernière minute de notre entretien. Vous dites très souvent il faudrait beaucoup plus essayer de comprendre quelle Afrique nous voulons imaginer plutôt que de parler de l'identité africaine. Absolument, parce que l'identité est d'abord d'une part statique et d'autre part trop réductrice. En fait, je pense que ce qui a toujours déterminé les sociétés africaines, ce qui leur a donné un visage, c'est la multiplicité de statuts identitaires changeantes. Les multiples appartenances. Oui, non seulement des multiples, mais des multiples langages. Les Africains traditionnels, disons, d'une certaine génération, ont toujours parlé au moins 2 langues. Oui. Et se sont toujours inscrits dans plusieurs religions. Moi, j'ai grandi dans une maison où les gens allaient à la Mecque en même temps, avaient un hôtel qui existe encore là-bas, qui est la religion familiale, je veux dire. Et il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que quand je parle d'imagination, c'est pour rendre compte de la logique qui est la logique de l'addition, oui. Pas de la soustraction chez les Africains. Il y a une très jolie expression, que Dieu nous ajoute et ne nous retranche pas. Absolument. Et pour moi, c'est ça le fondement de l'imaginaire, de l'imagination. Avoir une vision vaste et ample de l'imagination. Absolument. Et vous vous rappelez ce que vous avez dit une fois quand on parlait de Césaire. C'est ça qui fait que de Césaire un vrai Africain. Oui. Quand il dit, en fait, c'est la condamnation la plus terrible de l'Occident. Oui. Que l'Occident est incapable de dialoguer, mais oui. Il soliloque. Il soliloque. Ben, je pense que les Africains sont incapables de soliloquer. Ils sont toujours à dialoguer. Absolument. Merci beaucoup de cette conversation. Merci beaucoup. Merci, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Je vous dis à une très prochaine fois, après ce passage passionnant de notre professeur à l'Université de Columbia, le professeur Mamadou Diouf. Merci beaucoup de nous avoir restitué cette histoire de l'Afrique multidimensionnelle. Merci beaucoup. Merci.